Sur le premier point, je l'évoquais un peu à demi-mot tout à l'heure, la place des villes moyennes et le maillage territorial du point de vue de l'accès à l'enseignement supérieur, ça reste, je pense, dans toutes les régions un credo majeur. Et dans les dialogues que nous avons avec et les présidents d'université et ou les présidents des communes, je pense que cela est très fort. Les schémas régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche dont je parlais tout à l'heure incluront déjà ceux qui existent, incluent cela de façon forte. Et la question, c'est le dialogue entre les régions et les établissements dans leurs moyens. Car les moyens doivent être pris en compte dans cela. Donc voilà, moi je pense que les publics isolés, effectivement, ou les territoires un peu à la marge des grands pôles de développement, des grandes métropoles même, c'est une question majeure d'aménagement du territoire et la fonction d'enseignement supérieur de recherche doit y contribuer. Alors, l'usage du numérique peut apporter des réponses. Le e-learning, j'ai quelques exemples en tête, peuvent apporter des réponses, mais ce n'est pas la réponse. Je crois que pour ce qui concerne les territoires et les régions, cette question sera forte. Sur le deuxième aspect, bon, c'est vrai que les pratiques des marchés maintenant sont imposées, donc il faut construire des dialogues nouveaux avec les établissements. Je rappelle simplement que les régions sont aussi responsables de ce qu'on appelle maintenant le service public de l'orientation, qui, très en amont de ces questions-là, doit permettre justement de mettre en valeur les compétences qu'il y a dans les régions, sur les territoires, en matière d'offres de formation et d'orchestrer cette offre de formation, l'offre notamment du service public, pour la mettre en situation de répondre aux enjeux. Merci. Oui, moi je voudrais faire un commentaire sur le développement de la formation continue. Je pense que les universités ont tout intérêt à essayer de s'impliquer dans les projets d'universités d'entreprise. De plus en plus d'entreprises créent ce qu'elles appellent improprement leurs propres universités, qui sont en fait des écoles de formation continue, qui font appel à des besoins, à des moyens internes et à des moyens externes. Dans beaucoup de ces domaines, je pense que l'université peut apporter, comme d'ailleurs les écoles ou d'autres établissements d'enseignement supérieur. Mais je pense qu'il y a intérêt à essayer dans un territoire de déceler les entreprises qui créent leur propre, entre guillemets, université et d'essayer de s'impliquer dans ces projets, parce que là, il y a un vrai potentiel de formation continue important. Et il est complètement, puisqu'il a été créé par l'entreprise lui-même, défini par l'entreprise, le cahier des charges, il est complètement en adéquation avec les besoins. Merci. Autre question, autre intervention? Moi, j'en profite pour prendre la parole, en attendant qu'il y ait d'autres questions, d'autres remarques. Pour revenir sur la question de plus recentrer sur l'innovation et la question de la valorisation, et donc de comment on procède pour être plus efficient sur les résultats de la recherche qui se transfèrent, etc. Et donc, on l'a évoqué, hein, vous l'avez évoqué, vous aussi, hein, les SATT, bon, j'ai cru déceler qu'il y avait un besoin qu'elles évoluent. Je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a un rôle nouveau des régions qui est maintenant un petit peu plus clair, mais on a senti au départ que les régions n'étaient pas très très chaudes sur la création de ces sociétés-là. Et vous disiez que c'était plutôt quelque chose de réussi, en tout cas qui commençait à bien marcher, en tout cas vous faisiez référence à la société, la SATT à Strasbourg, et vous faisiez référence au fait que ça marchait plutôt bien. Donc aujourd'hui on est d'une certaine façon au commencement de quelque chose, hein. C'est difficile de tirer des bilans, mais on voit bien que le modèle de base n'est pas peut-être forcément le bon, en tout cas, et qui aura besoin, je suis assez d'accord, de le faire évoluer. Je pense que c'est assez inéluctable aussi que les régions dont c'est une compétence doivent intervenir et doivent être des acteurs partie prenante de ces SATT. Donc est-ce qu'on peut essayer de développer un peu le sujet pour voir comment justement universités, organismes de recherche, comment on travaille ensemble avec les collectivités, avec les entreprises pour essayer de dynamiser un peu plus l'innovation sur les territoires? Oui, j'interviens volontiers. Je
voudrais donner effectivement l'exemple de l'Alsace où j'ai le sentiment que ça fonctionne pas mal du tout, parce qu'en fait, il y a deux domaines où les différentes parties prenantes que sont l'université, la région, les chambres de commerce, les organisations professionnelles coopèrent. Il y a le domaine de l'innovation technologique. Là, c'est ce qu'on a dit, les SAT, bon, qui sont un guichet unique, qui font même de la pré-incubation, qui font éventuellement du portage pendant un certain temps, du démarrage de start-up, enfin, qui peuvent aller très loin, de l'exploitation de brevets, etc. Là, on touche surtout le domaine de l'innovation technologique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation, et notamment pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises, ce n'est pas seulement ça. L'innovation, ça peut être des améliorations dans des tas de domaines. Et là, il faut une autre structure. Ce n'est pas les SAT avec leurs chargés de mission, qui sont tous des scientifiques avertis, qui vont effectivement aider au développement de l'innovation sur un territoire. En Alsace, on a une autre structure qui a été créée conjointement par la région et par les chambres de commerce, qui s'appelle Alsace Innovation, qui regroupe des organismes qui étaient auparavant, il y a la région qui en avait fait un, et puis il y en avait un autre financé par les chambres de commerce, avec d'ailleurs un peu des crédits FEDER ou européens. Et on a regroupé tout ça ensemble. Et dans cette petite structure, c'est pas grand, Alsace Innovation, il y a une dizaine de personnes sur toute l'Alsace. On fait de la sensibilisation aux entreprises sur le besoin d'innovation et aux très petites entreprises. Et on aide les très petites entreprises à comprendre ce qu'est le besoin d'innovation, comment, si le chef d'entreprise réagit positivement, comment on peut l'aider à y répondre et comment on peut progressivement impliquer dans la réponse précisément les universités ou les pôles de compétitivité locaux ou tous les acteurs qui peuvent être concernés. Et dans cette structure, il y a un fonctionnement qui est complètement synergique avec un comité de direction commun qui regroupe la région, la directe, les chambres de commerce et les organisations professionnelles. Mais un comité directeur très simple, ce n'est pas un truc à 20 personnes, c'est un truc à 4 personnes. Chaque un de ces interlocuteurs est représenté par une personne. Ça fonctionne bien parce que ça permet d'amener à l'innovation sur un territoire et à la recherche de nouvelles formations ou de nouvelles types de recherche, pas seulement technologiques, mais éventuellement managériales ou marketing, comme je le disais, des très petites ou petites entreprises. Oui, non, l'ARF ne dispose pas d'éléments suffisamment complets et larges sur un premier bilan des SAT. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué d'en évoquer l'action, car moi, je n'ai pas une vision complète de ce qui se passe ici ou là. Je veux simplement insister sur deux éléments. Un, vous l'avez dit, M. Bello, les SAT s'installent maintenant en reprenant des actions menées par des structures antérieurement créées. Je pense aux incubateurs, par exemple, la loi Allègre, hein, c'est vieux tout ça, mais on avait créé des structures sous forme associative ou sous formes diverses et variées. Il y a donc des évolutions dans ces structures. Le problème, c'est le financement de tout cela. J'ai quand même compris que les SAT avaient été beaucoup financés par le PIA. Bon, donc il faut regarder le modèle, comme on dit, le modèle économique. Et je comprends aussi que les régions, du coup, sont maintenant sollicitées, ou sont sollicitées de façon générale. Elles étaient déjà dans les anciens dispositifs. Et donc, au-delà de la nature juridique et des règles qui ont été fixées concernant les SAT, on voit bien que derrière, il y a des évolutions indispensables. Voilà, donc une vision complète des SAT, de SAT dans leur génération, puisqu'il y a eu plusieurs générations dans un temps assez court, en fait, nous serait, nous, à l'ARF, indispensable pour appréhender un peu mieux les choses de ce point de vue-là. Oui, Alain Béretz. Ben, ça va marcher, c'est magnifique. L'innovation. Pour Strasbourg, ça marche. Mais pas, le CNAM a un problème avec les outils technologiques. Non, il y a plein de choses qui ont été dites. Je voudrais peut-être me concentrer plutôt que pour rentrer dans des choses qu'on sera d'accord sur des points
non pas de divergence, mais où il faut élaborer. Laurent Beauvais a bien montré le rôle accru des régions. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui deux soucis quand même dans ce domaine. C'est des soucis de non-cohérence d'échelle. Alors, je vais m'expliquer. La première échelle qui n'est pas cohérente forcément avec les stratégies régionales, c'est le temps. On sait tous que les universités travaillent sur un temps long, qui n'est pas le temps politique. Et ça nous pose des problèmes. On a besoin d'engagement sur des temps longs, qui sont plus que nos mandats et plus que les mandats des conseillers régionaux. Et c'est ce que Régis évoquait tout à l'heure, je pense que c'est très important. C'est un des atouts des fondations, je pense. C'est de dilater le temps et de permettre une stratégie sur le temps long. Mais j'aimerais voir si... Est-ce que dans les réformes et dans ce temps long, on peut l'intégrer? L'autre point, c'est le géographique. Ça a été abordé par les deux orateurs, mais je voudrais y revenir. C'est sûr que beaucoup de nos actions, heureusement, ne se limitent pas à nos zones administratives, qu'elles soient métropole, région, voire même pays. Et est-ce qu'on peut concilier une stratégie de territoire avec justement cette échelle et notre implication dans des échelles qui ne sont pas des échelles territoriales? Merci. Je peux juste apporter une réponse concrète. À la Fondation de Strasbourg, plus de la moitié des fonds qu'on a recueillis à ce jour, et donc qui sont de l'ordre de 22 millions d'euros, proviennent d'en dehors de la région. Donc on peut, à partir du moment où effectivement on a une belle attractivité à l'Université de Strasbourg, on peut absolument attirer des entreprises, des donateurs qui ne sont pas des gens de la région. Soit parce qu'ils ont éventuellement eu à un moment donné un lien avec la région, soit parce que ils sont stimulés par tel ou tel lauréat, prix ou je ne sais quoi, ou soit simplement parce qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent. Mais pour trouver ce qu'ils recherchent, encore faut-il qu'ils sachent que ça existe. Et pour qu'ils sachent que ça existe, il faut absolument que la connaissance réciproque dont je parlais tout à l'heure puisse se faire. Et donc, il faut arriver à motiver des gens de l'extérieur à venir chez vous, dans vos universités, pour leur présenter des projets, des porteurs de projets. Pas des murs ou des bâtiments, ça c'est bien, ça attire aussi quand c'est beau, quand c'est bien, quand il y a des beaux campus. Mais surtout qu'ils puissent rencontrer des porteurs de projets et des projets. Parce que les universités, les entreprises cherchent quand même aussi quelque chose de concret. Les entreprises n'ont pas l'habitude de donner de l'argent à fonds perdus ou de faire du mécénat. Il n'y a que les très grands groupes qui font du mécénat culturel ou des trucs comme ça, et encore souvent avec des idées derrière la tête, parce qu'ils ont des clientèles vastes qui peuvent leur servir. Mais la plupart des entreprises ou groupes industriels, notamment moyens, cherchent à quelque chose de concret. Et pour trouver quelque chose de concret, il faut qu'ils viennent chez vous et qu'ils rencontrent du monde, des porteurs et des projets. Et des projets qui correspondent à leur intérêt, bien sûr, d'où la nécessité, au sein d'une fondation, de faire en permanence de la qualification de prospect pour savoir ce qu'un prospect donateur, industriel, entreprise ou privé, peut effectivement souhaiter rechercher dans votre université. Oui, c'est vrai que les échelles de temps sont un vrai sujet. Pour ce qui concerne le champ du politique, il y a des élections tous les ans ou presque. Donc effectivement, ça à tous les échelles, puisqu'on parle des territoires, là, pour le coup. Donc ça pose une question évidente, mais je n'en ai pas la réponse. Sur l'autre aspect des choses, je pense que dans la France des régions actuelles, je crois qu'il a été déjà bien démontré que les frontières administratives n'avaient pas de sens dans les actions qui étaient menées dans ce domaine, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que les coopérations étaient déjà nombreuses entre établissements. Alors, les presses et les communes l'ont illustré, avec des échelles territoriales qui, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la France des 13 régions, ne sont pas d'aplomb non plus, mais que je ne pense pas que des régions, des élus, aient agi ou aient conduit des actions érigeant des frontières et empêchant les coopérations. Je pense notamment aussi aux coopérations à caractère international et plus particulièrement peut-être européen. Donc il faut surtout
quand je parlais tout à l'heure de la montée en puissance stratégique des régions, il faut surtout éviter ces phénomènes de frontières ou ces incohérences dans les périmètres et dans les échelles, effectivement, car ça aboutirait, je pense, à des désillusions très importantes. Et il faudra que les élus des nouvelles régions le marquent bien. Voilà, il faut coopérer. Nous, en Normandie, on commence à coopérer de plus en plus avec l'Île-de-France, par exemple. Et il y a d'ailleurs un contrat de plan qui a été spécialement établi à cette échelle. Mais demain, je pense qu'il faudra aller certainement à réaffirmer cet aspect. Merci. Oui, Bertrand. Oui, Bertrand Montubert, Université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Vous avez évoqué, M. Bello, à plusieurs reprises, la question des rencontres, des espaces de rencontres, effectivement, pour qu'il y ait une connaissance réciproque. Et j'avais envie d'appuyer sur ce point-là, et au niveau régional. Parce qu'au final, Laurent, tu l'évoquais dans l'introduction, il y a eu des liens de plus en plus forts entre régions et universités. C'est une réalité. La participation des représentants des conseils régionaux, par exemple, au conseil d'administration. Maintenant, je crois que force est de constater, je ne sais pas si c'est une spécificité de mon conseil d'administration, mais c'est pas très rigolo un conseil d'administration d'université. Je peux te... on est d'accord. Éventuellement, c'est extrêmement intéressant pour nous tous qui sommes absolument passionnés par les arcanes du système universitaire, mais pour les personnalités qualifiées, et souvent le taux de présence en est d'ailleurs la meilleure preuve, c'est finalement pas véritablement le lieu où ils sont d'abord en capacité d'apporter quelque chose, parce que souvent ça ne les concerne pas du tout, et ni même d'y apprendre des choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, on manque des espaces réels pertinents d'interaction entre universités et régions. Il y a eu, sauf erreur, ça devait être dans la loi de 80, sur la décentralisation de 84, la création des CCRRDT. Mais là encore, les institutions n'y sont pas réellement. Et au final, on se rend compte que dans un certain nombre de moments importants, je pense par exemple à ce qui s'est passé au moment de l'élaboration des schémas de spécialisation intelligente. Finalement, les choses se font en parallèle. En tout cas, ça a été le cas dans beaucoup de régions, je crois, sans qu'il y ait une volonté d'ailleurs d'exclusion, c'était pas du tout volontaire, mais par absence des lieux. Or aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'échelon régional, comme tu l'évoquais, les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, ça veut dire qu'il faut qu'on crée très rapidement ces espaces qui permettront qu'en permanence, établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'un côté et région de l'autre, ait vraiment une connaissance réciproque très forte pour qu'on ne rate pas des opportunités importantes par simple méconnaissance. Là, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas en place aujourd'hui et qu'il faut mettre en place à partir de janvier 2016. Donc voilà, je voulais savoir si peut-être toi, dans ta région, tu as mis en place des structures originales. Non, rien d'original. C'est vrai que les espaces manquent. Je ne parle même pas des Césaires, qui sont d'autres espaces un peu plus généralistes, dans lesquels il y a des compétences quand même, qui existent évidemment. Mais dans le dialogue, c'est vrai que tu as raison, j'aurais dû le citer tout à l'heure. J'ai parlé du FEDER, des fonds européens. Dans l'élaboration des stratégies qui portent les fonds européens, les spécialisations, où là on retrouve bien entendu de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il y a eu des modalités de travail un peu adaptées à chacune des régions qui ont permis de créer des... Mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de structure. Je ne suis pas sûr que tu évoques les comités consultatifs qui en fait avaient des vocations plus... à des fins d'attribution de moyens souvent, mais en termes de réflexion de stratégie, il n'y a pas d'espace, ou tout du moins il faut les créer. Je pense qu'il faut surtout les créer de façon peut-être informelle, plutôt que très formelle au travers de textes, de lois ou de règlements, et que chaque région, dans sa configuration nouvelle, aura peut-être à le faire pour donner du sens à ces cohérences stratégiques entre le monde de l'enseignement supérieur et celui des territoires. Je suis tout à fait de votre avis. Je pense qu'il ne faut pas chercher à créer de nouvelles structures ou lieux d'échange formalisés. Je pense qu'il faut profiter de toutes les occasions qui peuvent exister et qui sont devant vous. Si je me place sur la relation université-entreprise, il y a des tas d'occasions où les universités et les entreprises, et les chefs d'entreprise et les universitaires peuvent se rencontrer. Vous avez la possibilité de participer aux assemblées des chambres de commerce.
vous avez la possibilité d'avoir des représentants dans les commissions des chambres de commerce. C'est là qu'il se passe des choses, que les chefs d'entreprise viennent, s'expriment, que des choses, commission industrie, commission commerce, commission internationalisation, etc. Vous avez la possibilité de vous exprimer, si vous le demandez, elles accepteront systématiquement, dans les organisations, devant les organisations professionnelles. Franchement, on le fait régulièrement en Alsace, où l'université, où certaines parties de l'université viennent se présenter à l'occasion de telle ou telle journée d'une organisation professionnelle, quelle qu'elle soit, spécialisée ou globale, comme le MEDEF local, ou etc. Il y a toujours des possibilités et je pense qu'il faut les saisir parce que c'est là que se créent les vrais contacts. Vous avez raison de dire que ce n'est pas dans le conseil d'administration de l'université, avec tout le respect que j'ai pour lui, que vont se nouer des échanges importants compte tenu des enjeux qu'il y a dans vos conseils d'administration qui sont assez complexes. Donc c'est plus dans des choses particulières. Alors dans le conseil d'une fondation, oui, ça peut se passer parce que là, on a des personnalités extérieures et des personnalités désignées par l'université, et là on peut avoir un contact plus clair. Mais je pense que beaucoup d'occasions existent et je pense qu'il faut savoir les saisir et les provoquer. Et c'est à cette occasion-là que peut inviter des gens que vous avez rencontrés à venir chez vous en leur organisant des visites bien préparées et tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, Éric Morin-Com. Éric Morin-Com, directeur de l'INSER de Lyon. Juste, j'ai plutôt une question politique pour rebondir sur ce que disait Bertrand. Nous, on voit un acteur, et vous l'avez cité, M. Bello, plusieurs fois, qui sont les chambres de commerce. Il y a des chambres de commerce régionales, il y a des chambres de commerce métropolitaines. Elles lancent des formations sans qu'aucune université ou grande école n'ait été consultée. On se fait de la concurrence sur les formations en apprentissage régulièrement. Comment est-ce qu'on peut casser ce... Alors, c'est peut-être un problème de financement, mais comment est-ce qu'on peut casser ce nœud un petit peu ? Alors, en Alsace, apparemment, ça marche bien, mais en tout cas, dans les autres régions, je peux vous dire que ça ne marche pas bien. Et que nous, on ne comprend pas ce milieu des chambres de commerce qui reçoit de l'argent, alors indirectement de la taxe d'apprentissage des entreprises, mais aussi de l'argent de l'État. Et on ne voit pas bien s'il y a une partie qui passe par les régions, comment tout ça est contrôlé. Est-ce qu'il y a une volonté justement des régions de mettre un peu d'ordre dedans et de simplifier ce mécanisme très très complexe, en tout cas vu de l'extérieur ? Ouais. Alors, les chambres de commerce sont elles-mêmes en train de se réformer au plan territorial, puisqu'il y a des regroupements qui se font maintenant. Première remarque. Deuxième remarque, elle commence à perdre beaucoup d'argent elle-même du fait des stratégies de finances publiques qui font que... Réduction des budgets des chambres de commerce sur 3 ans, drastique. moins 37%, imposé par l'État. Donc alors, la baisse de la taxe payée par les entreprises aux chambres de commerce. Donc tout ça va beaucoup bouger et elles seront obligées de plus en plus de coopérer. La réponse côté région, c'est comme les régions financent l'apprentissage, c'est la capacité que les régions, alors l'utilisent-elles ou pas, ça c'est autre chose, de mettre un peu de cohérence justement dans la politique de l'apprentissage, notamment l'apprentissage enseignement supérieur, puisque vous savez qu'il y a d'autres niveaux d'apprentissage qui sont aussi des ardentes obligations pour les régions. Mais là, la région peut, la carte des formations, c'est elle qui la définit. Sur les politiques d'apprentissage, c'est elle qui effectue des éléments de cohérence. Moi, j'ai des exemples concrets où des négociations ont eu lieu avec les chambres de commerce pour leur dire, attendez, il y a d'autres outils, d'autres établissements, d'autres territoires aussi pour des formations. Oui, je voudrais rajouter un point. En fait, les chambres de commerce sont très attachées au sujet de la formation. Elles ont en général des commissions formation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut absolument y participer de façon active en tant qu'université. Je vois dans les chambres de commerce en Alsace, il y a eu à un moment donné une nécessité d'évaluer les besoins en formation des entreprises dans les principaux secteurs économiques de l'Alsace. Il y a eu des études qui ont été faites de façon concrète dans les entreprises, avec des résultats qui ont été fournis assez rapidement, à l'issue de quoi il y a eu une discussion. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été repris par l'université. Il y en a d'autres qui ont été montés en direct dans effectivement l'unité de formation régionale alsacienne, mais essentiellement pour des raisons de rapidité
d'efficacité, parce qu'ils étaient capables de monter des nouvelles formations en un semestre ou au pire en une année, dans des domaines où parfois ils avaient le sentiment que les universités n'arrivaient pas à aller assez vite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais qu'on revienne sur la question du financement de l'innovation. Sur la question du financement d'innovation, donc il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués, et en particulier la question du financement européen. Et très particulièrement, bon, je ne reviens pas sur le FEDER, hein, mais sur plutôt H2020. Et où on peut observer que sur la capacité à obtenir des financements d'un montant unitaire élevé est extrêmement difficile parce que les établissements universitaires d'un côté ou les collectivités de l'autre ou les entreprises encore d'un autre côté n'ont pas forcément toute l'ingénierie qui convient. Je parle des gros financements, hein, des financements à plus de 10 millions d'euros, hein, pour être... Donc sur ces financements-là, il y a de réelles difficultés. Comment on peut construire une stratégie croisée, commune, université, entreprise, collectivité, qui soit une stratégie plus efficace en termes de résultats? Sous réserve de contradiction de votre part, j'ai plutôt le sentiment que dans chaque région, des efforts sont faits pour aider, accompagner les établissements, alors peut-être demain au travers les communes, ou dès aujourd'hui, sur de l'ingénierie, comme on dit, sur de l'appui, pour avoir accès à ces gros financements, enfin aux gros projets, à ces appels à projets aussi, toutes ces problématiques récurrentes, mais qu'on pratique maintenant un peu aussi à notre échelle, avec le PIA. Voilà, donc, mais il faut vérifier. Ça, c'est une fonction, je parlais d'attractivité tout à l'heure, au-delà du fond du programme. Hein, le fait de bénéficier de contrats européens sont des critères jugés positifs et importants pour les équipes d'abord, mais aussi pour l'environnement. Et donc, les régions ont tout intérêt, aussi pour des raisons d'opportunité, même s'il y a des cofinancements à trouver, ont tout intérêt à aider les établissements d'enseignement supérieur à mutualiser des moyens pour répondre, pour suivre, pour faire de la veille, etc. etc. Enfin, c'est un vrai métier, il y a une vraie professionnalisation qui n'est peut-être pas assez poussée, mais je renvoie la question à tous ceux qui sont là et qui ont peut-être des avis plus autorisés que moi là-dessus. Oui, juste dire dans l'intervalle, c'est une réponse un peu de bon sens. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté de travailler en commun à ce moment-là entre les régions, les entreprises qui peuvent être concernées, les universités, et surtout il faut qu'il y ait un porteur de projet, parce que tous ces projets finalement ils n'aboutissent que quand il y a un bon porteur de projet qui est vraiment motivé, à qui on a confié la responsabilité totale pour s'engager et pour mener le projet à son terme. Mais bon, c'est un peu du bon sens, mais c'est souvent comme ça par là que ça pêche ou comme ça que ça marche. Oui, Jean-Pierre Finance, je représente la CPU à Bruxelles. Et précisément sur cette question, je pense que la situation est quand même extrêmement hétérogène dans notre pays. Il y a effectivement des régions pour lesquelles il y a eu un vrai travail de mutualisation de plateformes de services, de plateformes d'appui au développement de projets européens, communs d'ailleurs, régions, universités. Et ça fonctionne. Bon, par exemple en Bretagne, je crois qu'il y a un effort tout particulier qui a été conduit. Il y a d'autres régions dans lesquelles on reste dans un système très morcelé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs services d'appui à la construction de projets européens, mais ces services ont un petit peu de mal à travailler ensemble. Donc je crois que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment amélioré. Et quand on regarde d'autres pays comme l'Espagne, par exemple, qui ont fait de la réussite vis-à-vis de l'Europe une stratégie nationale, on a vu se créer localement des services
d'appui mêlant effectivement différentes catégories de personnes. Donc je crois que ça, il faut qu'on avance. Et je l'ai dit aussi pour Laurent Beauvais, on a, si je regarde la représentation de la France à Bruxelles, on essaye de travailler bon an mal an avec le comité des régions et avec les représentations des régions. Là aussi, les retours sont très hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a des régions avec lesquelles les choses se passent vraiment très bien. Il y a une vraie coordination entre la dimension enseignement supérieur recherche et la dimension régionale. À d'autres endroits, c'est un petit peu plus difficile. On peut penser qu'avec 13 régions, les choses, du coup, peut-être s'organiseront un peu mieux à Bruxelles, parce que chaque région est représentée d'une façon particulière. Moi, je suis dans le comité des régions depuis peu, mais je vois aussi que dans l'univers du comité des régions, les choses sont assez complexes, parce que ça fonctionne par commission, et donc il y a beaucoup de progrès à faire, ça j'imagine, et chez vous, à Bruxelles, plus particulièrement. Merci. D'autres questions, commentaires ? Non, pas d'autres questions. Je vais demander alors à nos deux intervenants. On pourrait imaginer que la CPU fasse un jour une réunion à Bruxelles, justement, pour travailler sur ces... Ou ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. On le fait à peu près une fois par an. Mais peut-être de le réenvisager, et notamment avec les nouvelles régions, pour faire de la force de frappe. Là, on pourrait en faire un des thèmes d'une prochaine rencontre à Bruxelles, travailler ensemble avec les régions. Ouais, c'est une bonne idée. Peut-être je vais demander, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, un mot de conclusion à chaque intervenant, s'il le souhaite. Laurent, Oui, non. Moi, je trouve que là, on a un dialogue qu'il faut absolument poursuivre. On a beaucoup travaillé avec la CPU au niveau de l'ARF, et je crois qu'il faut continuer. Évidemment, là, il y a une période qui arrive avec les élections régionales, indépendamment de votre propre calendrier à vous, qui va peut-être aboutir à mettre les choses un peu entre parenthèses, mais il faut absolument qu'à partir du début de l'année prochaine, quand les nouveaux exécutifs des 13 régions seront installés, qui vont avoir, à mon avis, un peu de temps pour décoller, pour s'organiser, je pense qu'il faudra reprendre ce travail entre l'ARF et la CPU pour approfondir tous ces sujets qui sont quand même des sujets très très forts. Et c'est cette montée en puissance des stratégies des régions en matière de développement économique qui va se traduire d'ailleurs par des dispositions fiscales qui feront que les régions bénéficieront d'une part de CVAE qui était jusqu'alors, ou qui... C'est la loi de finances de la fin d'année qui devrait caler ça, qui bénéficie au département. Donc vous voyez des éléments qui vont être très forts. Et je pense qu'avec aussi le lancement des programmes européens, je parle des FEDER au moins, il y a beaucoup de travail, sans évoquer ce sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement, dont je parlais tout à l'heure, que sont les SAT et toutes les problématiques de valorisation. Voilà des points qui, j'espère... pourront être poursuivis dans des échanges ultérieurs avec la CPU. Merci. Régis Bello. Oui, juste dire en conclusion que la volonté de travailler ensemble entre la région, les universités et l'enseignement supérieur en général et le monde socio-économique, c'est bien sûr la clé, parce qu'en fait, il faut arriver à mettre ensemble point fort, il faut arriver à se différencier. N'oublions pas que nos universités, nos régions, nos entreprises sont en concurrence permanente, incessante avec leurs équivalents, non seulement dans notre pays, mais dans tous les pays du monde. Avant, ça se limitait à l'Europe. Maintenant, après, ça s'est limité, aux États-Unis ou à quelques autres pays. Et maintenant, on se rend compte que dans le monde entier, on est dans une concurrence relativement exacerbée. Et donc, si on ne fait pas front commun entre les acteurs d'un territoire, donc effectivement, la région, l'enseignement supérieur et la recherche et le monde socio-économique, on a peu de chances d'arriver. La deuxième chose, c'est que pour faire ce front commun, il faut absolument trouver ces qualités différenciantes. Il ne faut pas chercher à faire front commun sur tout, parce que toute région, toute université, toute entreprise n'a pas des qualités dans tous les domaines. Je pense il y a la nécessité de faire une analyse stratégique qui là souvent est conduite
par les régions correspondantes pour arriver à bien cerner les facteurs de succès, les facteurs différenciants sur lesquels on peut s'appuyer pour construire quelque chose de solide et ne pas faire la même stratégie que tous les autres, parce que sinon on n'aura pas plus de résultats que la moyenne des autres et ça ne sera pas nécessairement suffisant. Voilà. Merci. Je voudrais vous remercier tous les deux pour vos interventions tout à fait importantes et extrêmement enrichissantes. Et puis remercier évidemment l'ensemble des collègues présents et la qualité de la discussion. Je voudrais simplement identifier juste 3 points qui n'ont pas vocation à être des éléments de synthèse, hein, parce que c'est un petit peu compliqué comme ça, mais 3 éléments qui me paraissent importants pour la suite de nos réflexions ou de notre travail ensemble. C'est la question des SAT. Hein. Je pense que là, il y a un vrai sujet sur la valorisation, l'innovation, et donc comment on peut améliorer ces dispositifs-là, cet outil-là, qui est sur le fond, je pense, un bon outil, mais qui mérite de poursuivre son évolution. Et je pense que la perspective qui était engagée d'une implication des régions dans les SAT, je crois quelque chose de tout à fait positif, et donc il faut qu'on y travaille ensemble. Le deuxième, c'est la suggestion de faire une rencontre à Bruxelles avec l'ARF sur les questions de financement d'innovation, etc. Donc comment on peut mieux capter les financements européens ensemble, les nouvelles grandes régions et la CPU. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve dans un coin de notre tête pour voir comment on met ça en place. Et puis le troisième élément, c'est sur la question des lieux de rencontre. Et vous avez beaucoup insisté sur la question de lieux de rencontre, la question de se connaître, de saisir les opportunités. C'est par les lieux de rencontre qu'on va saisir des opportunités, etc. Je pense que ça, c'est un sujet qui est tout à fait important. Et sur l'idée que ces lieux ne sont pas forcément des lieux ou des structures formelles à créer, mais aussi des choses à la fois informelles et des lieux qui existent qu'il faut peut-être mobiliser différemment ou mieux mobiliser. Donc je pense que ça, c'est tout à fait important. Donc voilà, 2-3 idées qui me semblent intéressantes à mettre en exergue pour simplement terminer cette séquence et qui n'est pas donc une conclusion définitive.